Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans la reprise de Bref de classe où je reçois aujourd'hui Catherine Rido-Kikuchi. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer la nouvelle saison de Bref de classe par une petite série d'émissions qui va être plutôt destinée aux étudiants qui passent les concours d'histoire de cette année, avec une présentation par des chercheurs spécialistes des nouvelles questions au programme. Alors on va commencer aujourd'hui avec vous Catherine sur la nouvelle question d'histoire moderne autour de l'imprimerie. Alors, je vais peut-être vous présenter d'abord. Donc, j'ai invité une médiéviste pour parler de la moderne, mais on va comprendre pourquoi. Vous êtes donc maître de conférence à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous avez réalisé une thèse sur l'imprimerie à Venise. Et donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait judicieux de vous inviter pour présenter cette nouvelle question aux étudiants. Alors, est-ce que peut-être, pour commencer, Catherine, vous pourriez, en introduction générale, nous dire qu'est-ce que c'est cette nouvelle question d'histoire moderne? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir parler de ce programme qui est vraiment un très beau programme. Alors, effectivement, c'est une question d'histoire moderne qui couvre en fait la période entre les années 1470 jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Donc, la borne de fin officielle, c'est 1680. Alors, pour poser un petit peu le cadre général, il me semble en fait que le point de départ du programme, ce sont les transformations importantes qui traversent toutes les catégories sociales et toute la société en Europe occidentale à travers le développement de l'imprimerie en Europe. Alors, on est d'accord, l'imprimerie existe déjà en Asie depuis en gros le 9e siècle et puis avec un développement très important au 12e, 13e siècle. Mais on a effectivement, avec le développement de l'imprimerie en Europe occidentale, toute une série de transformations, de modifications, d'évolutions, à la fois sur le plan culturel, social, économique. Oui, juste aussi pour clarifier le lien, ou justement le non-lien avec le développement de l'imprimerie en Asie, on a toute une série de théories selon lesquelles Gutenberg aurait été influencé par la technique asiatique. C'est possible, mais ça reste très difficile à prouver. Donc là, c'est quelque chose qui ne rentre pas vraiment en ligne de compte dans ce programme. Alors justement, ces bornes chronologiques entre les années 1470 et 1680, elles peuvent surprendre dans un premier temps, puisque en fait, on ne prend pas en compte Gutenberg et on ne prend pas en compte les premières années de l'imprimerie. On commence en fait en 1470, dans les années 1470, à un moment où l'imprimerie se développe de façon extrêmement rapide, en dehors d'Allemagne et en Allemagne aussi bien sûr. Mais en fait, le programme prend en compte le début de l'imprimerie, en particulier à Venise, en 1469, qui va devenir en fait le premier pôle d'imprimerie en Europe. Après, en tout cas dans les premières décennies. La césure de fin, quant à elle, donc en 1680, prend davantage en compte les réalités intellectuelles et culturelles, puisque le programme, la lettre de cadrage du programme mentionne le fait qu'on s'arrête avant les Lumières et l'encyclopédie. Donc on ne prendra pas en compte les interactions du monde de l'imprimé avec le développement des Lumières. Alors cette période-là, c'est une période donc, qui connaît un très fort développement de l'imprimerie, à la fois dans le nombre de centres typographiques qui se développent à ce moment-là, dans un espace donné qui est celui de l'Europe occidentale. Là aussi, donc, un espace où l'imprimerie se développe de la façon la plus dense. On ne prend pas en compte l'Europe orientale.
Donc un développement assez dense, justement dans cet espace qui est extrêmement bien connecté par des routes commerciales, ce qui facilite à la fois la circulation des livres, la circulation des acteurs et le développement de centres typographiques. Petite parenthèse, pour ceux qui aimeraient vraiment visualiser ce développement des centres typographiques, en ligne, on a un atlas qui s'appelle l'Atlas of Early Printing, qui est vraiment extrêmement parlant. Donc on voit le développement de l'imprimerie dans les premières décennies et on voit la manière dont ça essaime vraiment en Europe occidentale. Donc il y a une réelle cohérence dans le fait de prendre en compte seulement l'échelle de l'Europe occidentale. Et puis peut-être dernier point sur le cadrage général, on va dire, de cette question. C'est une question qui s'insère dans l'histoire du livre, mais qui en réalité est beaucoup plus large. Et c'est ça qui en fait son intérêt. C'est un petit peu le même genre de choses qu'avec la question de médiéval, sur écrit, pouvoir et société. Il ne s'agit pas simplement de prendre en compte le livre imprimé en tant qu'objet matériel, même si évidemment ça sera au cœur de la question, mais il s'agit de prendre en compte le monde de l'imprimé, donc tous les acteurs qui sont partie prenante, toutes les transformations sociales et culturelles qui tournent autour de la technique, et puis évidemment pas seulement le livre en tant que tel, mais tous les différents formats d'imprimé sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour le cadrage général. Alors oui, peut-être Catherine, effectivement, après cette introduction qui a bien resitué les choses pour les étudiants qui vont découvrir cette question, on pourrait peut-être commencer à aborder cette question nouvelle d'histoire moderne en présentant aux étudiants le contexte historiographique et notamment celui autour de deux auteurs, donc Henri-Jean Martin et Elisabeth Eisenstein, qui sont les deux seuls auteurs présentés dans la lettre de cadrage. Oui, tout à fait. Et c'est sans doute pas innocent, hein, d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et beaucoup frappé quand j'ai lu la lettre de cadrage. Donc Henri-Jean Martin, c'est assez logique hein, de le citer vraiment en premier. Henri-Jean Martin, c'est l'auteur principal d'un livre fondateur vraiment extrêmement important qui s'appelle L'apparition du livre, qui est publié en 1958 et qui est coécrit avec Lucien Febvre. Alors juste pour situer un petit peu ce livre, en fait, c'est une commande de Lucien Febvre. Lucien Febvre a l'idée d'écrire un livre sur les transformations culturelles liées à l'imprimerie depuis un certain temps. Et puis, il rencontre un jeune chartiste qui est Henri-Jean Martin et il lui demande d'écrire ce livre avec lui. En réalité, donc c'est Henri-Jean Martin qui va écrire le livre en très grande partie seul et qui va le publier juste après la mort de Lucien Febvre, avec une préface de Lucien Febvre. Ce livre, en fait, va un peu dépasser l'ambition de Lucien Febvre, qui était vraiment de se centrer sur les transformations culturelles. Henri-Jean Martin va en faire un livre sur une histoire totale du livre. C'est une expression qu'il va utiliser par la suite, pas dans l'apparition du livre, mais dans ses travaux ultérieurs. L'idée pour lui, c'est d'essayer de comprendre non seulement les transformations culturelles, les transformations intellectuelles, mais aussi de comprendre ce qu'il appelle le petit monde de l'imprimerie, le petit monde du livre, les interactions entre les auteurs, les correcteurs, les imprimeurs, le système technique, le système économique, toutes les interactions sociales autour de l'imprimerie. Donc c'est un livre vraiment fondamental qui rompt avec des études qui auraient une vocation plus strictement bibliophilique. Donc là, on est vraiment dans une recherche historique qui inscrit en fait l'histoire du livre dans la tradition des annales, dans la volonté de prendre en compte l'histoire des hommes, l'histoire économique et sociale. Donc on réintègre le livre dans cette volonté-là. Donc voilà, Henri-Jean Martin, c'est ça, et j'en reparlerai peut-être un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui a fait école. Ses élèves sont des figures extrêmement importantes hein, pour la construction de ce programme. Mais si on s'attarde donc à cette deuxième figure qui est mise en pendant dans la lettre de cadrage, qui est Elisabeth Eisenstein, on est dans une figure qui est un peu différente, avec laquelle je suis plus en désaccord à titre personnel, donc je le dis tout de suite pour clarifier les choses. Donc Elisabeth Eisenstein, c'est c'est une autrice états-unienne qui a écrit un livre sur la révolution de l'imprimerie. Et c'est un livre qui essaye donc de mettre en place ce qu'elle appelle le paradigme révolutionnaire. Selon elle, donc, l'imprimerie a révolutionné la manière dont on
écrivait, a révolutionné la pensée scientifique et par rapport au système du manuscrit. Donc pour elle, l'imprimerie est une rupture fondamentale qui fait entrer l'Europe dans l'ère moderne. C'est une thèse qui a été beaucoup critiquée, qui a une très grande influence, qui a été beaucoup reçue aux États-Unis, qui est de façon peu surprenante beaucoup plus reçue en France chez les modernistes que chez les médiévistes, parce que Elisabeth Eisenstein fait preuve d'un mépris assez fascinant pour les copistes médiévaux qui, selon elle, recopiaient les choses sans vraiment faire attention, qui considère d'ailleurs que le livre manuscrit, c'est une espèce de sous-diffusion de la pensée scientifique et donc n'était pas adéquate, adaptée pour la diffusion d'une pensée rationnelle. Donc les médiévistes, forcément, ne sont pas hyper contents. Et par ailleurs, le point en fait fondamental pour lequel elle est critiquée, c'est que elle considère donc qu'il y a une rupture fondamentale, alors que les travaux sur l'histoire du livre, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France et aussi en partie aux États-Unis, ont bien montré que c'est quelque chose de très lent. C'est une évolution très lente. L'imprimé et le manuscrit continuent à coexister, et l'imprimé s'inspire du manuscrit. J'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais il n'en reste pas moins que c'est une autrice qui a eu une très très grande influence sur les études sur l'imprimerie, qui est encore une fois beaucoup plus lue par les modernistes que les médiévistes, donc c'est pas très étonnant de la retrouver ici. Donc voilà, ça c'était peut-être pour faire un pendant, mais si je peux développer un petit peu donc, sur ce point bibliographique, je vais essayer de ne pas faire trop de name dropping, mais il me semble que c'est important quand même de mettre un petit peu les choses en place. Je crois que peut-être l'une des choses les plus fondamentales à avoir en tête pour les étudiants qui commenceraient à travailler cette question, c'est la manière dont Henri-Jean Martin en fait, a fait école en France et ensuite a influencé beaucoup les travaux qui ont pu être menés ailleurs en Europe. Alors, il a toute une série d'élèves qui ont des positions dans le champ institutionnel très, très importantes. Frédéric Barbier, pour commencer, alors je vais passer beaucoup plus rapidement parce que lui s'intéresse principalement au XVIIIe siècle. Il a fait des travaux sur l'histoire des imprimeurs libraires en France, l'histoire des bibliothèques. Mais Frédéric Barbier, c'est quelqu'un qui a écrit aussi des ouvrages de synthèse qui sont extrêmement utiles pour le programme, notamment un livre qui s'appelle L'Europe de Gutenberg. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on fera une liste bibliographique peut-être Oui, tout à fait. Hein. Je pense que ça serait assez intéressant, notamment aussi avec peut-être si vous citez un site internet ou l'Atlas, comme vous avez évoqué tout à l'heure, hein, oui. une petite liste comme ça sur le site apag.fr. Ça pourra permettre effectivement à ceux qui veulent aller plus loin de débroussailler le terrain. Donc là, effectivement, vous pouvez citer les noms et puis on renvoie la bibliographie, il n'y a pas de souci. D'accord, parfait. Donc voilà, donc ce livre de Frédéric Barbier est vraiment une porte d'entrée vraiment intéressante pour le programme. Annie Parent-Charon, qui est aussi une des principales élèves d'Henri-Jean Martin, qui a mené des travaux pionniers sur l'histoire économique et sociale du monde du livre à Paris, en s'intéressant notamment aux archives notariales, là concernant essentiellement le XVIe siècle. Et puis celui sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus longtemps, c'est Roger Chartier, qui a une influence particulièrement grande parce qu'il est sans doute celui qui a le plus fait pour décloisonner l'histoire du livre en France. Donc Roger Chartier aujourd'hui est professeur au Collège de France et il a effectué toute une série de travaux sur l'histoire de la lecture et aussi sur l'histoire des pratiques des imprimeurs et des auteurs en interaction et en dialogue très fort avec l'historiographie italienne et anglophone. Et dans le champ historiographique français, c'est probablement l'un de ceux qui a permis d'ancrer le mieux l'histoire de l'imprimerie comme une composante de l'histoire culturelle et sociale de l'Europe moderne, mais aussi de l'histoire des pratiques de l'écrit. Alors, histoire des pratiques de l'écrit que ceux qui préparent le CAPES et les agrégatifs connaissent bien pour le programme de médiéval. L'histoire des pratiques de l'écrit, donc, qui se développe en gros depuis le début des années 70. Roger Chartier a vraiment contribué à inscrire l'histoire de l'imprimerie dans ce champ-là, plutôt pour l'histoire moderne. Et puis, il a contribué aussi à la prise en compte de la mise en forme imprimée,
et du rôle des imprimeurs et des éditeurs dans la transmission des textes. Alors, c'est quelque chose qu'Henri-Jean Martin avait déjà beaucoup fait, mais Roger Chartier a introduit une distinction notionnelle qui me semble importante à avoir en tête dès le début pour aborder ce programme. Il parle de mise en texte, donc un terme que Henri-Jean Martin utilisait déjà. Alors, pour Roger Chartier, la mise en texte, c'est l'ensemble des processus textuels qui permet à l'auteur d'orienter la lecture, d'inscrire son œuvre dans une série de conventions formelles, sociales, etc. Donc, c'est des processus textuels. Et puis, il parle de mise en livre. La mise en livre, c'est l'ensemble des processus formels, typographiques, de découpage des textes, de format, d'ornementation, qui organisent en fait l'espace visuel du livre. Et l'un des points forts de la recherche de Roger Chartier, c'est justement de mettre en relation cette mise en texte, ces processus textuels, avec cette mise en livre, donc tout ce qui est processus typographique. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup reçu dans la recherche, notamment dans la recherche littéraire, pas seulement dans les études historiques. Voilà, donc les travaux de Roger Chartier, dans ce sens-là, ils me semblent vraiment particulièrement importants. Et s'inscrivent donc dans la manière dont l'histoire du livre à la Henri-Jean Martin continue à être élaborée, reçue, etc. Alors, on a la chance peut-être pour cette question, c'est qu'on a toute une série d'articles, un peu de bilan d'histoire du livre, qui ont été écrits notamment à l'occasion des 50 ans de l'apparition du livre en 2008. Et puis, il y a aussi un article très intéressant de Nicolas Chapira et Dina Ribard dans la revue de synthèse en 2007, qui font donc un bilan de la réception, on va dire, de l'apparition du livre et de l'histoire du livre, disons plus généralement. Et en fait, ce bilan, il est assez mitigé, puisque à la fois, c'est un succès. On a une institutionnalisation de l'histoire du livre en France, avec des revues spécialisées notamment, mais on a un risque d'érudition, d'hyperspécialisation, qui tend parfois à oublier les ambitions originelles d'Henri-Jean Martin, qui est de faire une histoire totale, vraiment incluse dans des processus économiques et sociaux plus globaux. Des figures comme Roger Chartier, justement, ont essayé de contribuer à ce décloisonnement, mais c'est quelque chose qui est toujours un peu en tension dans les études sur l'histoire de l'imprimé. Parfois, peut-être, les gens qui prépareront la question tomberont sur des articles très techniques, très érudits, parfois au contraire sur des articles beaucoup plus conceptuels. Voilà, c'est un balancement qu'il va falloir essayer dont il va falloir essayer de tenir compte dans la préparation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'optique de ce programme, c'est vraiment de lier l'histoire du livre, l'histoire sociale et économique et l'histoire intellectuelle. Et c'est pour ça qu'il me semble vraiment très intéressant, c'est que justement, il prend en compte cette histoire totale avec, en ne s'intéressant pas seulement au livre comme objet, mais en s'intéressant au livre comme le résultat d'un processus de production mettant en jeu un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de phénomènes économiques, etc. Oui, effectivement, Catherine, vous avez raison. Merci d'avoir rappelé cette figure de Roger Chartier, qui avait animé pendant des années sur France Culture avec Michel Perrault et Jacques Le Goff en alternance l'émission Les Lundis de l'Histoire. Et vous avez à juste titre rappelé son apport essentiel et assez novateur aussi à l'époque sur le travail sur le livre. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant peut-être élargir un petit peu la focale au niveau historiographique et est-ce que vous pourriez nous présenter ce qui se fait sur la recherche autour du livre et de l'imprimé à l'époque moderne chez nos voisins, peut-être italiens, germanophone ou anglophone? Oui, donc ce qu'on a dit évidemment sur l'historiographie française est décloisonné par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. Et Roger Chartier, justement, comme je disais, a beaucoup dialogué avec ces différentes historiographies. Mais alors du coup, au Royaume-Uni, justement, on a tout un courant qui s'appelle la New Bibliographie, qui a une grande importance, qui s'intéresse justement à la prise en compte des éléments matériels, formels du livre en lien avec l'histoire intellectuelle. Mais dans le monde anglophone, vous avez aussi des travaux comme ceux de Martin Lowry, qui étudie la manière dont l'imprimerie se développe d'un point de vue économique et social, notamment sur Venise. Donc Martin Lowry s'est vraiment concentré sur le monde vénitien. En Italie, vous avez une tradition qui est très ancrée avec
les études paléographiques et archivistiques. Donc, qui sont des domaines vraiment très développés en Italie, avec des formations extrêmement fortes. Et la figure d'Armando Petrucci, avec lequel justement Roger Chartier a pas mal dialogué, est absolument fondamentale. Armando Petrucci a beaucoup fait aussi pour la réception de l'apparition du livre en Italie, et pour la traduction en particulier de ce livre en italien. Et puis en Allemagne, là aussi, vous avez des travaux, alors qu'on appelle des travaux de Kulturwissenschaft, sur les transformations culturelles de l'imprimerie. Et puis l'Allemagne aussi se caractérise par des travaux très importants et extrêmement utiles sur les catalogues d'imprimeurs, de bibliothèques, les catalogues de caractères typographiques en lien avec des dynamiques économiques et sociales, mais voilà, avec un travail d'érudition et de catalogage qui sont extrêmement précieux pour les chercheurs aujourd'hui. Alors, ça, c'est un panorama vraiment très schématique et très rapide. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des dynamiques, ce sont des travaux qui sont extrêmement dynamiques en Europe aujourd'hui, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays voisins. Alors en Allemagne, pour reprendre là-dessus, par exemple, vous avez toute une série de travaux sur le papier, menés notamment par Daniel Bellingrad. En Angleterre, vous avez des travaux sur la circulation des livres menés par Christina Dandy, qui avait une ERC sur la circulation des livres du XVe siècle. Angela Nuovo, en Italie, a aussi une ERC sur donc un projet de recherche européen sur le système économique et les prix, le système de formation des prix des livres au XVIe siècle. Bref, vous avez donc tous ces nouveaux projets qui se mettent en place en France et ailleurs. Donc là, j'ai cité des projets à la fois allemands, anglais et italiens, qui permettent de renouveler vraiment l'approche de l'histoire du livre et aussi qui permettent d'intégrer l'histoire du livre à l'histoire culturelle et intellectuelle. Donc aujourd'hui, notamment en France, l'histoire du livre est devenue un passage obligé des travaux sur l'histoire intellectuelle, sur l'histoire du gouvernement aussi à l'époque moderne, avec des questions que se pose notamment le GRIL, donc le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire, sur comment est-ce que le paysage éditorial contribue à façonner les évolutions culturelles, ou quelle est l'efficacité de l'imprimé et du livre, bref, ce genre de questions qui sont encore aujourd'hui donc très dynamiques. Alors justement, Catherine, après avoir présenté les nouveaux champs de la recherche, le renouvellement actuel de la recherche, qui fait que cette question aussi, d'ailleurs, arrive au programme, peut-être pourrions-nous maintenant rentrer dans, on va dire, une partie un peu plus technique, celle des transformations techniques, graphiques et matérielles qui permettent de nombreux changements autour du livre à cette époque moderne. Et j'aurais aimé en première question, justement, que peut-être vous présentiez aux auditeurs quels sont les grands changements, les grands jalons techniques qui apparaissent sur la période étudiée. Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière, donc avant 1470, parce que évidemment, on a du mal à comprendre 1470 si on ne comprend pas la manière dont l'imprimerie se développe au début. Et puis même un tout petit peu avant, quelles sont les évolutions techniques qui permettent l'arrivée de l'imprimerie en Europe. Alors, la première grande évolution technique, c'est l'arrivée du papier en Europe à partir du XIIIe siècle. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête que l'imprimerie ne peut pas se développer si on n'a pas le papier. Évidemment, on a de l'imprimerie sur parchemin, ça, c'est pas un souci, c'est tout à fait possible, mais cette diffusion massive du livre est rendue possible que parce qu'on a un support beaucoup moins coûteux qui est le papier. Et puis, dans la première moitié du XVe siècle et encore largement dans la deuxième moitié du XVe et au début du XVIe, vous avez des tentatives techniques pour reproduire de façon mécanique des textes avec ce qu'on appelle les livres xylographiques. En gros, c'est des gravures sur bois qui reproduisent des textes, mais gravés, donc sans caractère typographique mobile. Mais on a donc toute une série de Bibles des pauvres en particulier qui associent à la fois des textes et des images, et qui sont donc les premières tentatives pour une reproduction mécanisée de livres. La réelle nouveauté de l'invention de Gutenberg, donc, c'est pas tant la reproduction mécanique, mais c'est l'impression à caractère mobile. Gutenberg va réussir à mettre en place une méthode de fonte des poissons, pas des poissons, mais des poinçons, avec des matrices,
Il va aussi mettre en place un type d'encre qui va sécher beaucoup plus vite, et ce qui va permettre donc de produire des textes à grande échelle. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans les détails ici, mais je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir le documentaire sur Gutenberg produit par Arte, qui a été produit il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, que je fais passer en cours à mes étudiants, enfin, qui est vraiment très très bien. Alors, il y a un côté assez ludique de reconstitution de l'atelier, etc. L'avantage au moins, c'est qu'on comprend très concrètement comment ça marche, comment est-ce qu'on fait les poinçons, comment est-ce que l'atelier a été organisé, etc. Et puis, c'est un documentaire qui interviewe vraiment tous les plus grands spécialistes d'histoire de l'imprimerie. Aujourd'hui, à la fois des spécialistes français, allemands, italiens, anglais ou américains. Donc, sur tous ces aspects techniques, je conseille vraiment d'aller regarder ça avant le début des cours. C'est vraiment pas désagréable. Alors, une fois qu'on a cette technique qui est mise en place, donc d'impression à caractère mobile, très rapidement, les livres vont pouvoir intégrer non seulement des caractères typographiques, mais des gravures sur bois. Donc, dès les années 1470, on a l'intégration d'illustrations dans les livres imprimés. On a des impressions en plusieurs couleurs dès les années 1480. L'intégration des gravures sur cuivre et des eaux fortes à la fin du XVe siècle. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est des innovations techniques marginales. Le gros de la technique de l'imprimerie ne change pas jusqu'au XVIIe siècle, voire jusqu'au XVIIIe siècle. On a un mécanisme de presse à bras qui se maintient jusqu'à l'invention de la presse hollandaise au XVIIe siècle. Alors, la presse hollandaise, pour la faire courte, c'est un système, là encore, qui n'est pas un changement révolutionnaire, mais qui permet simplement d'avoir une pression plus uniforme avec un système de contrepoids et de ressort. Le vrai changement, ça va être la presse à la presse à un coup. Donc, on était avec Gutenberg avec une presse à 2 coups. Donc, on imprimait avec une demi-feuille à la fois. Mais à partir de 1783, on a la presse à un coup, puis la presse qu'on appelle la presse Stanhope qui se met en place. Mais ça, on est déjà à l'extérieur du programme, ce qui veut dire donc que sur l'intégralité du programme, de la question, on a des évolutions techniques qui sont marginales. Alors, ces évolutions techniques sont marginales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des évolutions malgré tout formelles, qui sont très importantes. Alors, Henri-Jean Martin avait une expression qui est assez parlante, même si on peut là aussi la nuancer. Il parlait d'invention du livre moderne pour les évolutions qui ont lieu entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? En fait, ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que le début de l'imprimerie copie le manuscrit. Donc, les premiers livres imprimés, ce sont des copies de manuscrits parce que c'est le modèle qu'on connaît, c'est le modèle prestigieux aussi. Donc, on copie le manuscrit en copiant l'écriture. Beaucoup des premiers caractères typographiques sont copiés sur des mains réelles. On copie la mise en forme. En particulier, on copie la mise en forme des manuscrits princiers. Là aussi, dans une quête de légitimité, forcément. Et on copie aussi, bien sûr, la mise en page des livres universitaires, puisque c'est le public, ça va être le public qui va vraiment contribuer à faire décoller la nouvelle technique. Et ça n'est que dans un second temps qu'on invente de nouveaux modes de présentation, ou alors qu'on systématise des éléments qui pouvaient être présents par ailleurs, mais voilà, qu'on les systématise davantage. Alors, parmi ces éléments, juste pour avoir quelques points concrets, par exemple, il y a le petit format. Alors, le petit format, ça n'est pas une invention de l'imprimerie. Là encore, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, y compris parfois avec des étudiants qui ont suivi nos cours, et donc on est très triste. Donc, je me permets d'insister là-dessus. Le petit format n'est pas une invention de l'imprimerie. On trouve des petits formats manuscrits très anciens parfois. Donc, le format portatif, le format poche, si on veut, ça n'est pas une invention de l'imprimerie. Mais, ce qui est vrai, c'est que vous avez une systématisation du petit format qui apparaît à la fin du XVe siècle,
D'abord, dans un premier temps, pour des ouvrages religieux, donc des livres de piété commune, ce genre de choses. Et puis, évidemment, Ad Manus, donc imprimeur vénitien, qui est là aussi souvent présenté comme l'inventeur du format poche. Il n'invente pas le format poche, mais il le systématise, non pas cette fois pour des livres religieux, mais pour des livres des classiques. Il fait en fait une forme de collection, si vous voulez, de format poche de Virgile, Homère, etc., à destination d'un public lettré. Donc ça, c'est sur le petit format. Après, on a aussi toute une série d'autres éléments de paratexte qui sont systématisés. Les index et les tables des matières, par exemple. Donc là encore, ça n'est pas une invention de l'imprimerie, c'est présent dans les manuscrits scolastiques depuis le XIIIe siècle, mais ça se systématise. Vous avez tout un système de paratexte dans les manchettes, par exemple, pour aider au repérage dans le texte qui se met en place. On a l'invention de nouveaux caractères. Ad Manus, donc encore lui, imprimeur humaniste de la fin du XVe et du début du XVIe siècle à Venise, invente le caractère italique, qui là aussi permet à la fois de gagner en lisibilité et en place sur la page. Et puis tout ça en fait contribue aussi à des évolutions linguistiques, on pourrait dire. L'imprimerie a tendance à standardiser la forme du livre selon le public qui est visé, mais aussi à uniformiser les langues nationales. Donc on a une uniformation de l'orthographe pour le florentin, pour le français, pour le castillan, ce genre de choses. Donc, cette invention du livre moderne, pour reprendre l'expression d'Henri-Jean Martin, en fait, c'est un long processus. C'est un processus qui reprend des éléments intérieurs, qui les systématise, qui les développe, qui fait intervenir des imprimeurs, des correcteurs, qui fait intervenir les lecteurs, puisque tout ça se fait en ayant en tête un public potentiel. Et ce sont en fait des adaptations successives à partir des nouvelles possibilités techniques, mais aussi à partir du modèle manuscrit existant. Et c'est un modèle qui est toujours présent à l'esprit des imprimeurs, puisque en fait, c'est aussi un concurrent potentiel. Le livre imprimé doit faire sa place face au manuscrit, et donc voilà, à la fois se distinguer et en reprendre les éléments les plus importants. Donc voilà, l'imprimé permet toute une série de variations. Et j'aimerais juste terminer peut-être ce point-là en rappelant que quand on parle de l'imprimé, ce ne sont pas que des livres. J'ai beaucoup parlé de l'invention du livre là tout à l'heure, mais le programme tient aussi compte de toutes les formes d'imprimé qui ne sont pas des livres au sens strict du terme, ce qu'on appelle par exemple en anglais les cheap prints, donc les feuilles volantes, les placards, les chansons qui sont imprimées. On a des travaux très dynamiques là encore là-dessus ces derniers temps. En particulier, on a eu un ouvrage très important de Rosa Salzberg sur la question à Venise et qui a mis en lumière toute l'importance économique de ces impressions de feuilles volantes qui nous sont parvenues en relatif petit nombre, parce que forcément, c'est des choses qui ne sont pas forcément prévues pour être conservées, contrairement aux livres, mais qui mettent en place tout un réseau de colporteurs, de vendeurs à la sauvette. Et vous avez des imprimeurs donc, qui vendent les deux types, donc qui vendent des livres vraiment au sens propre du terme, mais qui vendent aussi ces feuilles volantes, là, dans une logique de rentabilité et de diversification de l'activité. Vous avez aussi tous les formulaires que les pouvoirs publics pouvaient faire imprimer à des fins de gouvernement, à des fins de communication politique. C'est particulièrement le cas en Allemagne, même si on en retrouve ailleurs aussi en Europe. Et ça remplace en fait les formulaires manuscrits qui existaient déjà auparavant. Par exemple, la thèse de Jean-Dominique Delluche a étudié, entre autres choses, les invitations au concours de tir qui passent à la fin du XVe d'une forme manuscrite à une forme imprimée. Et puis, quand on parle d'imprimé, bien sûr, il y a aussi les journaux. Donc, le développement des journaux, là, plutôt dans la dernière partie de la période. On a des feuilles occasionnelles qui se développent à la fin du XVIe, le premier périodique à Strasbourg en 1605, et puis, bien sûr, la Gazette de Théophraste Renaudot en 1631 en France. Donc, tout ça pour dire, en fait, que quand on parle de l'imprimerie et de l'imprimé, il faut essayer de penser toutes ces différentes formes d'imprimé, et il faut essayer de les penser en lien avec des publics différents, des cercles de diffusion différents, des
des modes de diffusion commerciale différents. Tout ça n'a pas le même usage. Et aussi, tout ça cohabite très très longtemps avec le manuscrit. Vous avez des formulaires manuscrits qui cohabitent avec des formulaires imprimés, des livres manuscrits qui cohabitent avec des livres imprimés dans les bibliothèques. Donc on a une complémentarité des formes qui existe pendant très longtemps et qui me semble vraiment importante à avoir en tête pour ne pas croire que l'imprimerie arrive et puis hop, tout d'un coup, le manuscrit disparaît. C'est absolument pas vrai. On a à la fois cette perméabilité des formes et cette complémentarité. Alors justement, Catherine, tout à l'heure, vous évoquiez à juste titre l'apparition de l'imprimerie allait changer, et donc de l'imprimé, mais aussi du livre, allait changer beaucoup de choses au niveau des pouvoirs politiques et aussi des pouvoirs religieux. Alors on va peut-être commencer par analyser le rapport du politique à l'imprimerie, et je voulais juste renvoyer à ce moment-là l'émission qu'on avait faite en bref de classe avec Yves Krummenacker sur les réformes justement. Je crois qu'on y reviendra après parce que effectivement Yves avait dit que Luther n'aurait pas été peut-être Luther s'il n'y avait pas eu l'imprimé. Donc on y reviendra, mais d'abord peut-être commencer par évoquer les rapports de l'imprimerie, de l'imprimé avec le politique. Oui, tout à fait. Alors, la relation entre l'imprimé et les pouvoirs politiques, c'est des relations qui commencent très tôt, puisque les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux prennent très vite conscience de l'impact que la nouvelle technique va pouvoir avoir. Alors, la première chose qu'ils essayent de faire, c'est de contrôler le contenu imprimé. Les toutes premières tentatives de contrôle, en fait, c'est davantage de protéger l'activité économique, avec un système qu'on appelle un système de privilèges, qui se développe d'abord à Venise et à Milan, et qui ensuite se diffuse en France et en Allemagne. L'idée du privilège, en fait, c'est d'assurer le contrôle soit de l'imprimeur, soit de l'auteur, soit de l'éditeur, sur un texte donné, en lui donnant le monopole de la diffusion de ce texte dans les bornes politiques de l'autorité. Donc ça, c'est le premier contrôle. Mais très très vite également, vous avez l'Église qui essaye de mettre en place un système de contrôle un petit peu différent, qui cette fois évidemment pas de but strictement économique, mais qui vise plutôt à encadrer dans une échelle locale. Alors, vous avez donc des évêques, par exemple, qui demandent aux imprimeurs d'avoir l'autorisation de l'épiscopat avant d'imprimer un nouveau livre, ce genre de choses, à l'échelle locale. Et puis, petit à petit, avec l'ampleur que l'imprimerie prend en Europe, les autorités pontificales commencent à s'en inquiéter. En 1487, par exemple, le pape Innocent VIII commence à avertir du risque du développement de l'imprimerie hors de tout contrôle. Tout ça fait son chemin et ça aboutit à la bulle pontificale vraiment majeure de cette période concernant l'imprimerie, qui s'appelle Inter Sollicitudines en 1515 et qui pose les bases d'un contrôle généralisé et centralisé à Rome sous l'autorité du maître du Sacré Palais et des évêques. Donc avec cette bulle de 1515, l'Église essaye d'imposer un contrôle systématique pour les livres imprimés, et en particulier les nouveaux titres imprimés. Alors, ça ne marche pas très bien dès le début, puisque évidemment les autorités laïques ont un peu du mal à accepter cette autorité de l'Église sur un domaine qui n'est pas strictement religieux. Malgré tout, l'Église se fait de plus en plus insistante, et voilà, il y a une forme de concurrence avec les pouvoirs laïques. Là-dessus, on peut citer donc les travaux vraiment très importants de Paul Grendler sur l'Inquisition en Italie, sur l'influence de la contre-réforme dans tout ça, et puis aussi les travaux de Mario Infelice sur la censure. Le vrai tournant, le moment de bascule, en fait, c'est la réforme, puisque à partir de ce moment-là, l'Église va se montrer encore plus insistante, et puis les pouvoirs publics aussi vont prendre le relais sur le contrôle de l'imprimerie. En 1564, on a le premier index des livres interdits qui est publié au Concile de Trente. Et on a vraiment un changement de perspective à partir de ce moment-là. À partir de la contre-réforme, un imprimeur ou un libraire ne risque pas seulement une amende, mais risque la peine de mort s'il est associé à un livre interdit, et que ce soit du côté catholique ou du côté protestant. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux.
Et puis les autorités séculières, donc comme je disais, les autorités laïques vont prendre en charge la répression, notamment dans le cadre de l'affirmation du pouvoir royal. Le premier pays à avoir son propre système de contrôle, c'est l'Espagne, où Ferdinand et Isabelle, en 1502, donc, vont mettre en place ce contrôle. C'est pas très étonnant, là aussi, puisqu'on est en pleine affirmation du pouvoir de la royauté espagnole. C'est aussi le cas en France, en particulier avec la politique de François Ier. Bref, vous avez toute une série de systèmes, de procédures qui se mettent en place pour exercer la censure sur l'imprimerie. Alors, on distingue plusieurs types de censure. Une censure qui est préventive, où du coup les imprimeurs doivent demander une autorisation avant d'imprimer un nouveau livre, ce genre de choses. Et puis une censure répressive qui va consister à contrôler ce que les libraires vendent et à condamner les contrevenants. Et cette censure, elle peut avoir aussi différents buts. Ça peut être une censure doctrinale, donc pour vérifier que les textes sont conformes aux doctrines de l'Église ou de la réforme protestante en fonction des cas. Donc une censure qui peut être aussi religieuse, pas strictement sur les dogmes, mais pour éviter que les livres relatifs à l'hérésie, soit protestante, soit catholique, soient diffusés. Et puis aussi, bien sûr, une censure politique. Les autorités publiques vont utiliser ce système pour vérifier qu'il n'y a pas de contestation, cette fois strictement politique. Donc on a la mise en place d'un très vaste arsenal qui va se mettre en place et qui va beaucoup se développer, en particulier en France. Alors, juste un tout petit aparté, notamment sur la situation française, mais pas seulement, toute cette volonté de contrôle de l'imprimerie au cours du XVIe siècle va de pair, en fait, avec une utilisation politique de l'imprimerie par ces mêmes autorités laïques. En France, par exemple, François Ier va se faire une image de protecteur des sciences en favorisant l'impression de livres grecs et humanistes. Vous avez la publication de recueils de musique de cour, par exemple. Donc, une protection de certains types d'imprimés, qui va de pair avec une volonté de plus en plus forte de contrôle, voire de répression. Donc, on a un véritable durcissement des législations aussi au cours du XVIIe siècle. Et ce durcissement des législations a une conséquence qui est une centralisation de la production imprimée. C'est-à-dire que des imprimeurs et des libraires en province vont se voir refuser un certain nombre de privilèges on va donc avoir un système de mise en concurrence entre les différents centres. À Paris, par exemple, en France, entre Paris et Rouen. Et vous avez aussi des imprimeurs et des libraires qui vont mettre en place un système de production illégale qui préfèrent donc se passer des privilèges, passer des autorisations royales et imprimer à des prix moindres des contrefaçons, des livres prohibés, des livres qui ne sont pas contrôlés. Ce qui aboutit à une situation au XVIIe siècle, donc dans les 15 dernières années du règne de Louis XIV, donc là au tout début du XVIIIe siècle, plus de 40% de la production éditoriale de Rouen est illicite, en tout cas d'après ce qu'on arrive à voir dans les sources. Donc à la fois une centralisation de la production licite et puis une augmentation de la production illicite et non contrôlée dans les petits centres. Alors, ce qui veut dire donc que l'un des grands sports de cette période, c'est de contourner les législations. Vous avez évidemment des législations qui sont très restrictives parfois, mais vous avez aussi tout un développement de la contrefaçon depuis le début de l'imprimerie. Alors cette contrefaçon, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être simplement des plagiats ou des copies d'édition. Ça peut être le fait de contourner les autorisations d'imprimer. Comment on les contourne? En particulier, on les contourne en imprimant sous de fausses adresses typographiques. Donc on ne signe pas les éditions du nom réel de l'imprimeur, mais on les anonymise ou on donne de fausses adresses typographiques. Les importations de livres donnent aussi lieu à beaucoup de contrebande. Vous avez des points d'importation autorisés, mais vous avez évidemment une contrebande très importante entre les pays réformés et les pays catholiques. Et donc, vous avez tout un système de
de production illicite et de jeu entre ces différents espaces qui se mettent en place. Alors, par exemple, ce que certains travaux ont montré, c'est que les traités de Luther, qui sont supposément imprimés à Wittenberg en 1521, donc dans un endroit où ils ont tout à fait le droit d'être imprimés, en réalité ont été imprimés à Paris. Et on retrouve donc des additions en France qui sont supposément imprimées à Wittenberg, mais qui en réalité ont été imprimées illégalement à Paris. Donc voilà, tout ce jeu de contrebande, de falsification d'adresses typographiques, de production non contrôlée, permet de nuancer un petit peu l'image d'une Europe de l'imprimerie très rigide. En réalité, on voit bien que les acteurs ont toute une marge de manœuvre et de jeu, un jeu dangereux certes, mais malgré tout largement utilisé. Alors justement, Catherine, vous avez commencé à aborder cette question essentielle. Vous avez dit, depuis le début de l'émission, vous avez parlé d'une histoire totale d'imprimerie. J'aurais aimé maintenant que vous intéressiez peut-être à développer autour des différents acteurs. Qui sont ces acteurs du monde de l'imprimerie ? Oui, alors c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, d'abord parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé dans ma thèse et puis dans mes travaux plus récents. Et qui est aussi largement souligné dans la lettre de cadrage du programme. C'est-à-dire que la lettre de cadrage du programme s'attache bien à dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aborder les aspects intellectuels de l'imprimerie, mais de comprendre, alors je cite, l'émergence et les évolutions des métiers, les aspects économiques de l'activité, etc. Alors la difficulté en fait dans tout ça, c'est que les acteurs de l'imprimerie sont extrêmement nombreux, et on a du mal parfois à les distinguer. Alors parfois on a du mal à les repérer dans les sources, ça c'est une première chose, mais on a aussi parfois du mal à voir les frontières. Alors si on va du haut en bas de l'échelle, du bas en haut de l'échelle plutôt, vous avez évidemment les ouvriers typographiques qui peuvent être plus ou moins spécialisés, qu'on connaît peu parce que les sources sont assez peu bavardes sur ces acteurs. Mis à part certains cas assez spécifiques, donc en particulier Nathalie Zeland-Davis a travaillé sur les grèves d'ouvriers lyonnais, ce qui permet d'avoir un éclairage vraiment d'histoire du travail qui est particulièrement intéressant ici. Donc on a ces ouvriers typographiques, on a les imprimeurs qui dirigent les ateliers, mais vous avez aussi les éditeurs commerciaux, ceux qui financent les éditions, qui parfois ne sont pas imprimeurs eux-mêmes, juste ils financent, mais parfois ils le sont aussi. Vous avez les libraires qui vendent les livres, mais là, dans ces libraires, vous avez toute une variété de gens. Vous avez le libraire qui vend dans sa boutique un stock réduit de livres. Vous avez le libraire qui finance des éditions. Vous avez le libraire qui imprime, qui a un atelier d'imprimerie dans son arrière-boutique. Bref, on a des frontières qui sont extrêmement brouillées, surtout dans les premiers temps de l'imprimerie. Mais c'est malgré tout important d'essayer de comprendre quels sont les différents rôles. Vous avez les gens qui impriment techniquement, matériellement, vous avez les gens qui financent et vous avez les gens qui commercialisent. Donc là, il faut essayer de comprendre quel est le rôle de chacun. Ce qui est certain, c'est que à la fin du XVe, au XVIe et au XVIe siècle, vous avez vraiment la montée en puissance d'acteurs à très très forte capacité financière et commerciale qui prennent en charge des réseaux commerciaux à l'échelle de l'Europe, qui financent des éditions dans plusieurs centres européens et qui donc ont une forme de domination économique très forte sur ceux qui impriment matériellement. Et puis, à côté de tout ce système productif, vous avez les acteurs intellectuels. Alors, les auteurs, évidemment, mais pas seulement. Vous avez dans les ateliers d'imprimerie des correcteurs qui ont un rôle extrêmement important qui a été beaucoup souligné dans les travaux récents, notamment dans les travaux de Grafton, avec un livre qui va ressortir bientôt qui s'appelle Humanists with Inky Fingers. Ces correcteurs, en fait, ils ont un rôle important dans la mise en texte et dans la mise en livre de l'édition, et aussi dans la standardisation des langues dont je parlais tout à l'heure. Tout ça fait qu'autour de la production d'une édition, vous avez toute une série d'acteurs qui gravitent, une forme de standardisation qui commence à se faire dans l'organisation du travail, un langage technique sur la préparation des copies des éditions, les préparations des textes qui commencent à se mettre en place, et une stabilisation progressive des textes.
Alors, c'est une industrie, du coup, qui attire beaucoup. Beaucoup d'intellectuels, par exemple, qui essayent d'arrondir leur fin de mois en étant correcteurs ou bien de se faire un nom en publiant des livres. Beaucoup d'artisans aussi qui voient une industrie où l'argent est facile et rapide à obtenir, ce qui est en fait un leurre. On a des textes qui disent voilà, là, on peut devenir riche en devenant imprimeur très rapidement. En réalité, c'est possible. Vous avez des destins absolument fantastiques d'imprimeurs et d'éditeurs qui se construisent une fortune phénoménale en partant de rien. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est une industrie qui est également très, très risquée. Et dans les premiers temps de l'imprimerie, vous avez plus de la moitié des gens qui impriment une édition dont on n'entend plus parler après. Alors, soit parce que c'était un one-shot et puis après ils vont faire autre chose, mais aussi beaucoup parce que ça a été un échec commercial et qu'ils ont mis la clé sous la porte. C'est une imprimerie donc qui est très coûteuse. Pour le matériel utilisé, ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est pas forcément les presses, mais c'est les caractères typographiques. Et puis, c'est l'approvisionnement en papier qui doit être continu. Sinon, on se retrouve au chômage technique. Et puis, le plus gros risque, en fait, c'est d'imprimer une édition qui ne se vend pas. Donc, pour qu'une édition se vende, il faut à la fois avoir une bonne connaissance du marché et avoir des réseaux commerciaux performants, ce qui, là aussi, n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Bref, donc c'est une industrie qui fait graviter toute une série d'acteurs qui sont attirés par la nouveauté de l'industrie, mais ça reste une industrie extrêmement risquée, encore aujourd'hui. Enfin, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la période du programme, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, la difficulté en fait de cette industrie, c'est qu'il faut essayer de lier la production et le système commercial. Et ça, les imprimeurs l'ont très vite compris au début. Les premières grosses entreprises typographiques ont essayé de mettre en place des réseaux très denses de commercialisation parce qu'en fait, on a un changement de paradigme économique très flagrant avec l'imprimerie. Alors, je reprends ici des travaux d'Ezio Ornato. Il souligne que par rapport aux manuscrits, l'imprimerie est un système économique qui est fondé sur l'offre et non plus sur la demande. C'est-à-dire que c'est l'imprimeur qui produit une grosse quantité de texte et qui espère que ça va rencontrer le public, et non plus un système de commande, ou en tout cas moins un système de commande, comme ça pouvait être le cas en grande partie pour le manuscrit. Donc, il faut connaître le marché. Pour connaître le marché, au XVIe siècle, les grosses entreprises libraires et typographiques vont mettre en place un système de filiales qui va permettre de se rapprocher de certains marchés, qui va permettre de diversifier les routes commerciales. Par exemple, à Lyon, vous avez toute une série de libraires italiens. Vous avez des filiales aussi à Paris, vous avez des filiales en Espagne, pardon. Donc tout ça qui permet à la fois de diversifier le réseau économique, le réseau commercial, et de se rapprocher des marchés et d'en avoir une meilleure connaissance. Donc les livres circulent énormément. Vous avez des circulations de livres à travers toute l'Europe. Le marché est absolument pas local. Les gros imprimeurs visent une diffusion européenne. Et ces circulations sont à la fois stimulées et perturbées par les frontières religieuses, bien sûr. La production de Genève, par exemple, va inonder l'Europe de livres réformés. Et au bout d'un moment, en fait, les imprimeurs genevois vont continuer à imprimer des livres réformés, mais ils vont aussi se tourner vers une production non religieuse. Une production non religieuse qui est à plus bas coût pour toute une série de raisons, en particulier parce que le papier est moins coûteux à Genève, même s'il est de moins bonne qualité. Et donc, vous allez avoir, à la fin du XVIe siècle, des plaintes des libraires et des imprimeurs français qui disent qu'en gros, ils subissent une concurrence déloyale de la part des imprimeurs genevois qui impriment des ouvrages, je répète, un non religieux, qui arrivent en France et qui sont de prix beaucoup moins élevés. Donc on voit, on a un système économique vraiment qui se met en place, qui est extrêmement complexe, qui met en concurrence les villes entre elles. Et alors je parle des réseaux internationaux, ils sont évidemment très importants, mais il ne faut pas oublier non plus
que la diffusion des imprimés, que ce soit des livres ou que ce soit les feuilles volantes dont je parlais tout à l'heure, se fait aussi grâce à un réseau de colporteurs très important et qui contribue là aussi beaucoup au succès d'une entreprise libraire. Donc ça, c'était, disons, pour le système économique et les différents acteurs économiques, la manière dont ils essayent de s'organiser, on va dire, les uns par rapport aux autres. Si on passe d'un point de vue plus intellectuel, on va dire, on a longtemps dit que la figure de l'auteur apparaît avec l'imprimerie. Là aussi, c'est faux. Donc la figure de l'auteur apparaît avant l'imprimerie. Mais ce qui est vrai, c'est que l'auteur devient un produit commercial, en quelque sorte. Devient quelque chose, un argument de vente, en quelque sorte. Et que certains auteurs vont véritablement utiliser l'imprimerie pour construire leur figure, pour construire leur prestige et construire, du coup, le succès éditorial de leurs impressions, enfin de leurs œuvres. C'est particulièrement le cas avec Erasme. Donc, c'est un exemple assez paradigmatique et célèbre de jeu entre l'auteur et les imprimeurs. Erasme a des relations très fortes avec ses imprimeurs, parfois un peu conflictuelles, quand il considère que les imprimeurs ne sont pas à la hauteur intellectuellement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va réussir à comprendre la manière dont l'imprimerie peut fonctionner pour construire son prestige comme auteur. Il va aussi comprendre comment la mise en forme du livre peut contribuer à cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à observer et qui a été beaucoup étudié. Alors, au-delà du cas d'Erasme, on a des collaborations vraiment de plus en plus intenses entre les auteurs et les imprimeurs ou éditeurs, avec des imprimeurs et éditeurs qui parfois ont vraiment une force de proposition culturelle sur le marché du livre. Alors, on a des travaux, en particulier de littéraires, vraiment très intéressants sur ces sujets, et qui montrent à quel point une édition, c'est une co-construction avec l'auteur, l'imprimeur, l'éditeur, les correcteurs. Et au terme de tout ce processus, on a la transmission d'un texte au public qui comprend la mise en texte, l'élaboration des paratextes et l'espace visuel, donc vraiment la mise en livre. Donc en particulier, c'est les travaux de Anne Reach-Ngo qui sont vraiment très éclairants là-dessus. Et on a, à travers ce processus de co-construction, parfois, véritablement la construction de nouveaux marchés, de nouvelles propositions littéraires. C'est le cas notamment, pour citer un exemple concret, avec le livre de poésie à Lyon au XVIe siècle, qui a été étudié dans la thèse d'Elise Rachenbach-Teller. Elle montre en fait comment est-ce qu'on a un véritable marché du livre de poésie qui n'existait pas et qui se construit à travers la construction de la réputation des poètes lyonnais. Et cette réputation, en fait, elle se fait à travers la politique éditoriale, le discours publicitaire et la mise en forme des livres de poésie qui sont imprimés à Lyon à ce moment-là. Et l'auteur a évidemment un rôle important à jouer là-dedans, mais aussi les imprimeurs qui construisent tout ce discours à côté des textes et qui contribuent donc à dessein à la construction de ce marché de niche qui est le livre de poésie. Bref, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre le processus créateur, on va dire, comme le seul processus créateur de l'auteur. On a vraiment un continuum entre la fonction de l'auteur, donc la fonction auctoriale, et la fonction éditoriale. Ce n'est pas juste l'auteur est dans le monde éthéré des pensées et puis l'éditeur qui est dans le monde bas et sale de la commercialisation. En fait, les deux sont vraiment très, très fortement interconnectés et c'est ça qui est intéressant à voir. Alors justement, Catherine, par rapport à ça, vous avez excellemment bien présenté les différents acteurs de la production de l'imprimé. J'aurais aimé maintenant qu'on se place de l'autre côté de la chaîne, j'allais dire, c'est-à-dire du côté de ceux qui reçoivent les imprimés, c'est-à-dire, pour faire simple peut-être, qu'est-ce que c'est, Catherine, lire à l'époque moderne ? Alors, lire à l'époque moderne, ou lire à la fin du Moyen-Âge, en réalité, au début, c'est plus ou moins la même chose. Mais là aussi, en disclaimer, je précise que je vais un peu contre la thèse de Elisabeth Eisenstein, pour laquelle donc l'imprimerie uniformise, rationalise, contribue à la diffusion d'un certain nombre
de théorie scientifique, et en particulier, ce qu'elle dit, c'est que l'imprimerie contribue à la croyance dans la vérité des mathématiques. C'est une thèse qui est à la fois contestable et qui a été contestée. Par ailleurs, donc, comme je l'ai dit déjà, la diffusion manuscrite continue pendant toute la période. Et l'imprimerie, en fait, accompagne les transformations intellectuelles de l'époque sans toujours en être précurseur. Et là-dessus, en fait, je pense qu'un bon exemple, c'est l'exemple de l'humanisme. On dit souvent que l'humanisme a été largement diffusé grâce à l'invention de l'imprimerie. Alors, c'est vrai, dans un certain sens. On a parlé d'Erasme tout à l'heure, donc c'est clair que les textes d'Erasme ont connu une diffusion vraiment très importante à travers l'imprimerie, et que vous avez toute une série d'œuvres humanistes qui sont imprimées, évidemment. Mais en réalité, l'imprimerie ne s'est pas développée grâce à l'humanisme. Les best-sellers de l'imprimerie, ce sont les ouvrages scolastiques, les manuels, en fait, les manuels universitaires, qui ne frappent pas forcément pour leur nouveauté intellectuelle. Et ça, pour une raison très simple, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une entreprise risquée. Donc, les imprimeurs et les éditeurs ont besoin d'être sûrs d'avoir un public. Donc, ils vont imprimer des sommes théologiques, ils vont imprimer des sommes de droit, parce que là, au moins, on sait qu'il y aura un public. Et puis, si on regarde les livres les plus imprimés, donc on a évidemment la Bible, on a un texte religieux qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, qui est là aussi un immense best-seller qui s'inscrit dans un courant religieux des Pays-Bas, la Dévotion Moderna. L'imprimerie contribue évidemment beaucoup à la diffusion de ce texte, mais qui était déjà très très diffusé sous forme manuscrite. Et puis, donc, comme je disais, tous les textes scolastiques du XIIIe siècle notamment. Donc voilà, il faut essayer de nuancer un petit peu. Les lecteurs au temps de l'imprimerie sont plus nombreux, parce qu'ils sont plus nombreux à pouvoir acheter des livres, mais on n'a pas forcément, en tout cas au début, de changement radical sur le programme éditorial. Le programme éditorial, pour beaucoup d'imprimeurs, reste encore très, très conservateur. Ceci étant, tout ça évolue évidemment au fil des années. Donc on a parlé de la construction d'un certain nombre de marchés littéraires, la poésie lyonnaise notamment. Tout ça met du temps à se construire, mais on a, à travers l'imprimerie, la construction de nouveaux publics, la construction de nouveaux marchés. Et puis, évidemment, une des pratiques de lecture qui se développe à travers l'imprimerie, c'est la lecture des journaux, dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et on a, à travers la diffusion des feuilles de nouvelles et des périodiques, aussi la construction d'événements dont on parle dans les journaux et qui contribuent dans une certaine mesure, même si c'est encore un peu tôt pour en parler, à la constitution d'un discours sur l'actualité, voire même d'un espace public, des discussions sur ces événements. Alors, sur les pratiques de lecture concrètes, on a vraiment un jeu d'interaction entre les attentes du public et la manière dont les imprimeurs vont le mettre en forme. Une des choses qui est très observable au cours du XVIe siècle en particulier, c'est la manière dont la forme du livre va s'adapter à certaines pratiques de lecture et va standardiser donc ces mises en forme. Si on prend l'exemple des manuels de mathématiques ou d'astronomie, qui ont été notamment étudiés par Isabelle Pantin, on voit qu'au cours du XVIe siècle, on a une forme qui commence à se mettre en place. On va avoir des formats plus petits, des lignes plus espacées pour pouvoir prendre des notes. On a l'insertion de schémas mathématiques ou astronomiques qui sont vraiment intégrés dans l'économie générale du livre. Le développement d'un texte continu, par opposition aux gloses qui encadraient le texte dans les manuscrits médiévaux et puis beaucoup encore dans les premiers imprimés. Bref, un format qui est plus maniable, qui se met en place et qui se standardise pour répondre à une demande du public scolaire en particulier, et qu'on voit très bien apparaître au cours du XVIe siècle.
Mais on trouve aussi des cas où la forme du livre va influencer la lecture. Ce n'est pas la lecture qui influence la forme du livre, mais c'est l'inverse. On a des livres qui vont essayer de jouer sur les codes pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas vraiment. On va avoir des livres qui vont prendre la forme d'un livre classique alors qu'ils n'en sont pas, qui vont prendre la forme d'un livre littéraire alors qu'ils n'en sont pas. C'est des jeux qu'on voit beaucoup apparaître en particulier au XVIIe siècle et qui permettent de voir que les auteurs et les éditeurs vont jouer avec ces codes qui se sont mis en place au cours du XVe et XVIe siècle pour soit maquiller, se faire passer pour ou construire leur propre réputation. Alors, c'est des choses notamment qui ont été étudiées par Nicolas Chapira, où il montre dans un certain nombre de ses travaux comment le livre peut être un outil de reconnaissance sociale et politique de certaines idées, à travers notamment le fait d'avoir des lettres de dédicace, le fait de dédier son livre à des protecteurs influents. Tout ce type de paratexte permet d'asseoir la légitimité, la réputation. On a des livres qui sont des recueils, qui vont mettre en recueil des noms prestigieux et d'autres moins pour essayer de mettre en valeur certains auteurs en quête de reconnaissance. D'autres jeux qui peuvent apparaître, c'est des jeux autour des noms d'auteurs. Vous avez par exemple au XVIIe siècle un certain nombre d'œuvres qui sont publiées de façon anonyme. C'est le cas notamment des œuvres de Descartes. Les essais et le discours de la méthode de Descartes sont à l'origine publiés par la volonté de l'auteur de façon anonyme. Sauf que l'éditeur et le libraire vont mettre en place toute une stratégie pour annoncer malgré tout le nom de l'auteur, notamment à travers les demandes de privilèges, et pour publiciser, en fait, parce que le nom de Descartes peut faire vendre. Donc, du coup, on a une mise en scène du nom de l'auteur, à la fois, parfois, dans le livre, ou alors dans tout le système paratextuel à l'extérieur du livre. Donc, voilà, donc le livre peut se retrouver vraiment au croisement d'un certain nombre d'enjeux qui influencent ensuite la lecture de ces ouvrages. Et puis, la dernière chose peut-être qu'il faudrait évoquer, c'est la manière dont on achète et dont on peut collectionner les livres. Donc, je répète, pendant toute la période, on a vraiment une coexistence importante des formes imprimées et manuscrites, même si, progressivement, l'imprimé tend à remplacer le manuscrit. Et l'imprimé, surtout, permet la constitution de bibliothèques privées pour un beaucoup plus vaste public. Alors, un des exemples les plus connus, c'est le cas de Menocchio, donc étudié par Kello Ginzburg, qui est ce meunier italien qui semble avoir lu énormément, et ce qui peut donc témoigner de l'importance de la circulation d'un certain nombre de livres dans les campagnes. Et pour un public, donc, a priori, pas, là en l'occurrence, pas universitaire, pas élitaire, etc. Alors, au-delà de cette circulation dans des espaces donc très variés, on a aussi des phénomènes de collection et de bibliophilie qui se développent très tôt. Et on a la mise en place en fait très tôt d'un discours sur un supposé âge d'or de l'imprimerie. Alors, l'âge d'or de l'imprimerie, pendant longtemps, c'est autour de 1500, avec des imprimeurs humanistes comme Almanus, les Estienne, etc. Vous avez, dès le XVIe siècle, en fait, un discours consistant à dire « Ah, maintenant, tout part à volo, mais au temps d'Almanus, c'était quand même vachement mieux. » Donc, au XVIIe siècle, c'est un phénomène qu'on voit bien dans les discours, qui se développe vraiment beaucoup, mais on n'a pas encore vraiment de constitution d'un marché du livre ancien, comme cela se produit plutôt au XVIIIe siècle. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment prendre de l'importance au cours du XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on a un discours qui se construit. Et puis, avec ces bibliothèques privées donc, qui se développent, on voit qu'on en trouve parmi la noblesse, parmi la bourgeoisie, parmi les officiers, avocats, notaires, procureurs. Alors, on a des chiffres, par exemple, au XVIIe siècle à Paris, où on voit que la majorité en fait, des bibliothèques privées, ce sont des bibliothèques non pas de nobles, mais non pas même de marchands ou de bourgeois, mais d'officiers, d'avocats, de notaires, de procureurs, de gens qui ont des compétences
intellectuels et qui ont besoin des livres aussi pour leur travail. Donc, ce sont aussi des lecteurs professionnels. C'est un phénomène qu'on retrouve déjà à la fin du Moyen-Âge, mais qui se développe pendant toute l'époque moderne. La construction de ces bibliothèques va assez largement par une forme de mise en scène. Alors, c'est particulièrement le cas pour les bibliothèques princières, où vous avez des constructions architecturales absolument incroyables. Par exemple, la bibliothèque que crée Philippe II dans le monastère de l'Escurial, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et où vous avez donc l'architecte Juan de Herrera qui va placer des livres sur des rayonnages muraux dans une très haute salle de lecture, alors qu'auparavant, on avait plutôt des dispositions en pupitre, ce genre de choses. Bref, du coup, l'imprimé et le monde de l'imprimé, ça n'est pas simplement le texte, c'est pas même simplement l'objet, livre, mais c'est aussi le cadre dans lequel il est présenté. Et là, très clairement, ça sert aussi des stratégies de prestige et de domination. Alors justement, Catherine, peut-être pour conclure, vous avez employé au cours de cet entretien le terme d'histoire totale autour de l'imprimerie et de l'imprimé. Alors est-ce que, en conclusion, vous pourriez développer autour de ça ? Oui, effectivement, je pense que c'est probablement l'une des choses les plus importantes à avoir en tête, à mon avis, pour aborder ce programme. C'est que comme Henri-Jean Martin voulait faire une histoire totale de l'imprimerie, ce programme veut également faire une histoire totale du monde de l'imprimerie, au sens où il s'agit à chaque fois de croiser les perspectives. Il s'agit d'avoir en tête des éléments d'histoire matérielle, d'histoire culturelle et intellectuelle, d'histoire économique et sociale, et de comprendre comment l'objet livre ou les acteurs liés à l'imprimerie se trouvent à l'intersection vraiment de tous ces processus et de tous ces phénomènes. Et c'est vraiment important de ne pas se désintéresser d'un aspect au profit d'un autre, mais vraiment de les comprendre ensemble. On ne comprend pas les évolutions de l'histoire matérielle du livre si on ne comprend pas l'évolution de l'histoire de la lecture, si on ne comprend pas la manière dont le livre est commercialisé et comment il atteint ses différents publics. On ne comprend pas comment est-ce que l'imprimerie accompagne un certain nombre d'évolutions intellectuelles. Je parlais de l'humanisme ou de Descartes tout à l'heure. Si on ne comprend pas justement ces réseaux commerciaux et la manière dont les acteurs intellectuels travaillent avec les acteurs économiques, ce genre de choses. Et donc, encore une fois, c'est pour ça, il me semble que ce programme est si intéressant, c'est que ça permet d'avoir une vision englobante de ce que représente l'imprimerie et l'imprimé dans la société de l'Europe moderne avant le XVIIIe siècle. Alors évidemment, la difficulté, c'est que ça nécessite de maîtriser un assez grand nombre de choses, mais c'est souvent le cas pour les programmes d'agrégation. Et je pense malgré tout que la lettre de cadrage permet de baliser assez bien les différentes catégories et surtout les candidats bénéficient d'une bibliographie abondante et en partie disponible en ligne, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas tout à fait négligeable. Bien, Catherine Kikuchi, merci pour tout. Alors, on rappelle que vous allez donner une petite bibliographie, en tout cas, qui permet de compléter ce que vous avez évoqué, hein, les différents acteurs, on va dire les différents aussi historiens que vous avez évoqués dans l'émission. On rappelle aussi que, comme depuis maintenant des années et des années, la bibliographie officielle du concours est disponible dans la revue Historien et Géographe. Donc, on incite bien sûr les étudiants qui passent le CAPES ou l'agrégation à aller la consulter, à aller regarder. Et puis effectivement aussi, nouveauté, vous avez une partie non négligeable disponible en ligne. Donc ça, c'est très intéressant, surtout dans comme vous l'avez dit, avec les contextes de pandémie actuelle. Voilà, donc on retrouve tout ça sur le site de l'APHG, donc aphg.fr. Il ne me reste plus, Catherine, qu'à vous remercier pour cette excellente intervention et à vous dire à bientôt. Au revoir. Non, merci à vous. Au revoir.